Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anissa Desmoulins, je suis infectiologue au CHU de La Réunion et je vais vous présenter mes travaux de Master 2 réalisés l'année dernière en partenariat avec le CIC de Cayenne et l'IRD de Montpellier. Donc, il s'agissait de la spatialisation des cas de fièvre Q aiguë sur l'île de Cayenne. Donc pour débuter une introduction, Coxiella burnetii, c'est l'agent pathogène de la fièvre Q. Il s'agit d'une bactérie intracellulaire. Elle a été découverte de manière quasi concomitante en Australie et aux États-Unis. En Australie, c'était dans le Queensland, lors d'une épidémie dans un abattoir. Et aux États-Unis, il s'agissait d'isoler la bactérie dans des tiques dans les montagnes rocheuses. Cette bactérie, elle cible préférentiellement les macrophages, les monocytes et les trophoblastes. Et il faut savoir qu'il existe deux variants. Un variant large, qui est responsable de la forme clinique que je vous présenterai par la suite, et une forme petite, résistante dans l'environnement, avec une capacité qui peut aller de l'ordre de 2 ans à moins 20 degrés, ou de plusieurs jours dans de l'eau ou dans du lait à température ambiante. Ces caractéristiques de résistance lui vaut une culture obligatoire dans un laboratoire de type P3. Donc, concernant les formes cliniques, il en existe deux. La forme aiguë de fièvre Q, qui donne un tableau d'un-like pseudo-grippal avec des atteintes hépatiques et notamment une pneumopathie infectieuse liée à un clone que vous connaissez en Guyane, MST17. Donc, sur la droite, vous avez des présentations radiologiques de ces pneumopathies infectieuses à Coxiella burnetii. Et elle peut également donner des formes chroniques, notamment avec des atteintes vasculaires, des atteintes des valves cardiaques, donc des endocardites, ou des infections chroniques surmatérielles. Dans ces infections chroniques, elle est souvent responsable d'une mortalité et d'une morbidité non négligeable, qui peut aller jusqu'à 60% de mortalité. Le diagnostic, il se fait par culture. C'est la sérologie qui reste le gold standard et on peut également réaliser une PCR soit dans le sang, soit sur les matériels comme les valves cardiaques ou encore des prothèses intravasculaires. Donc, comment l'homme va s'infecter à Coxiella burnetii? Donc, en général, il va s'infecter par inhalation de particules contaminées. Coxiella burnetii, elle touche préférentiellement des petits ruminants, que ce soit ovins, caprins, mais elle peut également toucher des bovins ou des volailles. Donc, chez l'animal, elle est responsable d'avortement, généralement, et dans les produits d'avortement, il peut y avoir les formes justement petites, résistantes dans l'environnement, qui peuvent être réaérosolisées. Il y a également des cas décrits dans la littérature d'infection directement par ingestion de lait contaminé ou via un environnement très proche comme le chien. Donc en fait, cette faune domestique ou domestiquée, elle va généralement s'infecter à partir d'un cycle selvatique, donc qui implique un nombre important de vertébrés. Donc ces vertébrés vont aussi se contaminer par inhalation de particules contaminées et il y a également la tique qui est impliquée dans ce cycle et dans le maintien en fait de ce cycle, à savoir que la tique elle va s'infecter lors d'un repas sanguin, va ingérer donc cette Coxiella burnetii et va l'excréter après dans l'environnement à travers ses fécès. Donc il faut savoir que chez la tique, il y a un passage vertical de la mère à l'enfant, entre guillemets, de la tique, mais également transstadial, c'est-à-dire lorsque la tique se développe petit à petit, elle est capable de conserver la bactérie. Donc il y a également des cas décrits de transmission de la tique à la faune domestiquée ou même à l'homme, ou encore de la faune domestiquée à la faune sauvage via l'aérosolisation des particules infectées. Concernant l'épidémiologie en Guyane, elle présente quatre particularités. D'abord par son incidence, c'est l'une des plus élevées au monde, par la souche qui est présente, qui n'est retrouvée qu'en Guyane, et c'est la seule souche également qu'on retrouve en Guyane, qui est responsable d'une forme clinique très particulière avec un tropisme pulmonaire, comme j'ai pu vous le montrer avant, et également à travers son réservoir qui est encore assez mal identifié. Donc, les premières publications de la fièvre Q en Guyane datent des années 50. Elles ont été réalisées par l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, la Guyane française, elle est considérée comme une zone d'hyper-endémicité, avec, sur les dernières publications, entre 25 et 40 cas pour 100 000 habitants par an, mais probablement cette incidence est largement sous-estimée. Donc les études de séroprévalence, elles montrent des forts taux d'exposition en Guyane française. Et le fait très intéressant, c'est qu'à la fois sur les études de séroprévalence, mais également les études cliniques, on s'aperçoit qu'il existe une structuration géographique des cas avec de forts niveaux d'exposition et d'incidence dans les zones de l'île de Cayenne, à savoir Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury.
Donc, la Guyane française, elle a été marquée par plusieurs faits épidémiologiques autour de la fièvre Q. Tout d'abord, en avril 2013, camp du Tigre, 54 habitants, 14 cas confirmés de fièvre Q aiguë, où le paresseux a été incriminé comme le probable responsable de cette épidémie. Puis, entre août et septembre 2014, 12 personnels de la marine française partent en Carbet sur la Comté et 5 d'entre eux présentent une fièvre Q aiguë. Et lorsqu'il y a eu une enquête et notamment des prélèvements de fesses d'animaux sauvages autour du Carbet, on a retrouvé Coxiella burnetii dans les fesses d'un capybara. Donc, potentielle implication du capybara dans l'épidémiologie de la fièvre Q en Guyane. Puis une étude réalisée entre octobre 2021 et juillet 2022 par le professeur Loïc Epelboin qui s'appelle Phonacox, donc des échantillonnages chez des animaux sauvages euh, vivants ou morts, donc 2014 échantillons, 34 positifs, et parmi lesquels on retrouve de nombreuses espèces, notamment des espèces de chauves-souris, des quincajous, des saïméris, le jaguar, mais également des espèces qu'on retrouve dans un environnement très proche de l'homme, comme le pian ou encore Ratius ratus, le rat noir. Mais qu'en est-il de l'épidémiologie de la fièvre Q chez les petits ruminants, comme il s'agit du principal réservoir, en tout cas décrit dans le monde entier? En Guyane française, on pensait vraiment, à travers les épidémies que je vous ai présentées juste avant, que la fièvre Q, elle était essentiellement liée à la faune sauvage, mais les travaux de Mona Saoud remettent en question un peu ce paradigme, notamment avec des niveaux d'exposition chez les bovins, les caprins et les ovins non négligeables. Par exemple, chez les bovins, on trouvait, selon les échantillonnages, des taux qui pouvaient aller jusqu'à 19,4% des espèces prélevées. Donc, à travers les éléments que je vous ai montrés juste en amont, nous avons émis une hypothèse qui a été l'hypothèse de notre travail de recherche, donc qu'il existait des clusters de cas qui étaient en lien avec des facteurs environnementaux. Donc, l'objectif principal, c'était d'identifier des clusters spatio-temporels de fièvre Q aiguë sur l'île de Cayenne entre 2007 et 2017 et d'essayer de trouver des facteurs environnementaux associés à la survenue de ces cas. Donc nous sommes partis en fait des cas de fièvre Q décrits par Pauline Thiel entre 2007 et 2017. Nous avons gardé que les cas de fièvre Q aiguë sur l'île de Cayenne car c'était notre zone d'intérêt de recherche. Et par la suite, il a été réalisé une vérification sur le terrain de la véracité des adresses et finalement 513 cas de fièvre Q aiguë ont pu être identifiés et géolocalisés sur l'île de Cayenne. Par la suite, en fait, nous avons agrégé la donnée grâce à une grille régulière de 300 mètres par 300 mètres, à la fois pour des raisons éthiques, mais également parce qu'elle nous permettait de calculer des taux d'incidence par unité spatiale à partir du moment où on connaissait la densité de population sous-jacente pour chaque unité spatiale. Pour les variables explicatives de cette épidémiologie de fièvre Q en Guyane, nous avons implémenté un logiciel qui s'appelle QGIS et qui va rajouter des couches sur couches sur couches pour pouvoir explorer ces variables. Donc en fait, on a utilisé des variables sociodémographiques comme la densité populationnelle, l'âge, le sexe, qui viennent de données satellitaires, mais également de la base de données de Pauline Thiel que je vous ai présentée juste avant. On a utilisé des données météorologiques comme la pluviométrie, l'altitude au sol, des données spectrales comme le NDVI qui lui est un indice de végétation au sol, donc essentiellement à travers des données satellitaires. On a pu également, grâce à la science participative de Faune Guyane Géopog, avoir des données de géoréférencement des animaux et essentiellement des mammifères morts observés soit sur les routes ou soit dans l'environnement. On a pu également récupérer des données de géolocalisation des différentes fermes et de l'abattoir au niveau de l'île de Cayenne. Et on a également utilisé des données qui sont plus utilisées par les géographes qui regardent la fragmentation du paysage, notamment le nombre de patchs, donc des îlots végétaux par unité spatiale, les routes, les forêts remarquables, les zones agricoles ou encore le littoral. Ici, vous avez un exemple justement de ces données dans l'interface QGIS. Donc en haut à gauche, vous avez par exemple des données satellitaires de population où on voit vraiment que
que les zones de forte densité se retrouvent bien sur Cayenne. Après, vous avez les routes, les forêts remarquables ainsi que les espaces végétalisés. En bas à gauche, je vous présente le NDVI, donc des données spectrales satellitaires d'indices de végétation, ou encore à droite le géoréférencement des espèces de mammifères vivantes observées. L'analyse statistique, elle a été sur deux versants. Donc d'abord l'identification de clusters. L'identification de clusters, elle s'est faite via deux méthodes. Une méthode purement spatiale qui va s'intéresser à un indicateur qu'on appelle LISA, qui est un indice d'autocorrélation spatiale. Donc c'est à quel point chaque petite unité spatiale ressemble au voisin qui l'entoure. Cette ressemblance, elle peut être positive, c'est-à-dire un point entouré de personnes de haute incidence, ou bien elle peut être négative, donc un point négatif de faible incidence entouré de personnes qui ont également des faibles incidences de fièvre Q. Puis, nous avons essayé d'intégrer la composante temporelle pour l'identification de clusters. Et là, nous avons utilisé une méthode de balayage via le logiciel StatScan. Concernant la recherche de facteurs environnementaux, on a utilisé un modèle de régression par poisson. Donc, je vous présente ici l'emprise spatiale de notre étude. Donc, vous avez la Guyane française entourée du Suriname et du Brésil. Et nous, on s'est intéressé vraiment à l'île de Cayenne. Donc, vous avez en haut à droite la représentation du nombre de cas en valeur absolue par commune, que ce soit Matoury, Cayenne et Rémire-Montjoly. Donc, la résolution, elle a été faite sur une grille de 300 mètres par 300 mètres. Ici, à titre illustratif, vous avez des exemples de variables qui ont été également rééchantillonnées à l'échelle toujours de l'île de Cayenne, mais également sur ces grilles régulières de 300 mètres par 300 mètres. Par exemple, vous avez la distance aux routes pour chaque unité spatiale, ou encore la longueur de route, la distance aux côtes. Donc, on a pu avoir ces informations pour chaque petite unité spatiale et pour chaque variable intégrée dans le modèle final. Donc ici, vous avez le résultat de l'analyse de cluster purement spatial. Donc avec cet indicateur qu'on nomme LISA, donc d'autocorrélation, vous avez des points rouges ou roses qui sont statistiquement significatifs selon qu'on prenne un seuil de 0,01 ou 0,05, qui montrent des zones de hotspot, donc des points chauds, là où il y a des forts taux d'incidence entourés de forts taux d'incidence. Et là, on s'aperçoit que la zone près de la route des plages, près du sentier du Loyola ou encore près de la montagne de Kabassou présente des forts taux d'incidence, des points chauds. On retrouve également des points chauds près du camp du Tigre, donc c'est des cas qui ont été décrits dans la littérature, mais également une zone de points chauds près de la zone aéroportuaire. Puis nous avons intégré la composante temporelle à cette analyse de cluster grâce au balayage spatio-temporel. Et là, on a identifié sur la période de 2007 à 2017 6 clusters spatio-temporels qui sont tous des clusters chauds. Et fait intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'ils se répartissent de manière statistiquement significative dans la zone de Rémy-Montjoly, avec l'identification à nouveau du camp du Tigre, le cluster numéro 3 qu'on retrouve ici. Puis, nous avons réalisé une étude de sensibilité pour essayer de démasquer un épicentre. En fait, pour chaque unité spatiale, on a fait varier la taille de la grille. Donc, par exemple, 300 mètres par 300 mètres, puis 500 mètres par 500 mètres, etc., jusqu'à 1 km. Et on a regardé si chaque unité spatiale, en modifiant cette échelle, rester dans un cluster. Puis, on a attribué un point en disant, à chaque fois qu'elle persiste dans un cluster, on lui attribue un point. Donc là, on a créé un score qui va de 0 à 14. Ce qui nous permet en fait d'identifier une zone d'épicentre, les zones où vraiment les unités spatiales, quelle que soit la modification de la maille, vont rester dans un cluster. Et là, on voit vraiment que ces zones de forte incidence de fièvre Q aiguë, elles se localisent près finalement du sentier du Rorota et de la montagne de Rimir, et également sur la route des plages. L'idée par la suite, c'est d'aller explorer donc les facteurs environnementaux qui peuvent expliquer cette répartition très particulière des cas de fièvre Q aiguë sur l'île de Cayenne. Donc là, par exemple, vous avez la couche avec les espaces végétalisés, mais également les forêts remarquables. Puis, on peut ajouter les espaces agricoles.
le géoréférencement des différentes fermes, l'observation des mammifères morts sur les routes, l'observation des mammifères vivants dans l'environnement et également le géoréférencement de l'abattoir de Rémire-Montjoly. Et à partir de ce moment-là, on va faire une analyse par régression de poissons pour identifier les facteurs associés à la survenue des cas de fièvre Q. Donc, lorsqu'on réalise cette régression de poissons pour identifier les facteurs associés à l'incidence des cas, on s'aperçoit que certaines variables ressortent, notamment la proximité aux forêts, la proximité aux mammifères observés, la proximité à l'abattoir qui se trouve dans la commune de Rémire-Montjoly et également la densité de patch, donc c'est la densité d'îlots végétaux par unité spatiale. Donc plus il y a de patchs d'îlots végétaux, plus c'est un témoin de fragmentation en fait du paysage, donc d'un environnement végétalisé qui est fragmenté par l'intervention humaine, que ce soit des habitations ou des routes. Notre étude, elle présente des forces et des limites. Donc, concernant les limites, c'est une étude rétrospective, donc elle présente tous les biais inhérents aux études rétrospectives. Nos variables, en fait, n'avaient pas toute la résolution temporelle sur la période 2007-2017. On a utilisé des variables déclaratives, donc il peut y avoir une sur ou une sous-représentation des éléments observés. On a également réalisé la forte hypothèse que le lieu de contamination était le lieu d'habitation alors qu'on sait qu'il peut être extérieur à l'habitation. Et on s'est aperçu également que sur la période 2007-2017, il y avait une sous-estimation des cas et probablement une sous-estimation des clusters. En revanche, il s'agit de la première étude qui s'intéresse à spatialiser les cas de fièvre Q, que ce soit en Guyane ou même en Amazonie. C'est une technique assez innovante qui utilise des données géoréférencées de télédétection pour identifier des facteurs en lien avec des maladies. Elle permet du coup d'explorer le compartiment environnemental et elle nous a permis d'identifier quand même des clusters à la fois en spatial et en spatio-temporel, qui sont des clusters notamment au camp du Tigre qui étaient présents et décrits dans la littérature. Elle nous permet d'identifier également des zones prioritaires à investiguer et elle supporte l'hypothèse que la transmission interhumaine, elle intervient très peu dans l'épidémiologie de la fièvre. Donc en conclusion, on identifie 6 clusters spatio-temporels, des clusters chauds de fièvre Q aiguë, avec une forte incidence des cas dans la commune de Rémire-Montjoly, au pied du mont Rémire, donc pas très loin du Rorota. Et on voit que les écosystèmes très particuliers qui sont fragmentés par l'homme jouent un rôle très prépondérant dans cette épidémiologie qui implique à la fois la faune sauvage, mais également un rôle potentiel des animaux d'élevage, notamment à travers l'abattoir, qu'il faudra explorer. Quelles sont les perspectives de ce travail? Eh bien, l'épidémiologie de la fièvre Q, elle garde des inconnus. Notamment, on pourrait s'interroger sur l'évolution de ces clusters depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. On pourrait également s'interroger sur la situation à l'échelle de la Guyane française. Est-ce qu'on garde cette structuration très localisée dans l'île de Cayenne? Comme paramètre qu'on n'a pas pu exploiter, c'était le rôle des vents. On sait que la commune de Rémire-Montjoly et notamment la route des plages est fortement exposée au vent et que le vent intervient de manière prépondérante dans l'épidémiologie de la fièvre Q. De la même manière, l'humidité des sols, ça aurait été intéressant de pouvoir exploiter cette donnée parce qu'elle contribue ou non à l'aérosolisation des particules. Quel est le rôle de l'abattoir? On aimerait bien pouvoir aller faire des prélèvements dans l'environnement proche ou chez les travailleurs de cet abattoir. Et quelles sont les données aussi de distribution des espèces qui ont été échantillonnées positives pour la fièvre Q? Est-ce qu'on retrouve également cette forte incidence des espèces sauvages dans la zone de Rémire? Et on aimerait également s'interroger sur la susceptibilité parce qu'on sait que les études de séroprévalence, elles montrent que les forts taux d'exposition, elles sont dans les populations haïtiennes, alors que les cas de fièvre Q aiguë, on les retrouve plutôt chez les métropolitains. Donc, est-ce qu'il y aurait des souches particulières, des prédispositions génétiques liées à la présentation clinique, donc des choses encore à explorer. Et concernant le géoréférencement, on aimerait pouvoir avoir un géoréférencement systématique des cas pour voir l'évolution de la répartition des cas, mais également de manière plus précise, il serait intéressant d'avoir un géoréférencement en fait de la zone d'exposition et non de l'adresse des cas, donc l'exposition la plus probable de contamination.
Et je tenais à remercier donc toutes les personnes qui ont accepté de partager leurs données et qui sont représentées sur cette diapositive, sans qui ce projet aurait difficilement pu être réalisé, mais également à tous mes encadrants, que ce soit à l'espace Dev, à l'IRD de Montpellier, mais également au CIC de Cayenne. Voilà, je vous remercie pour votre attention.